Salut les esprits curieux. Bienvenue dans ce voyage intellectuel. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi, sachant pertinemment ce qui nous fait du bien, avons-nous tant de mal à le faire? Surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi simple et vital que de se déconnecter et simplement d'être. Vous savez que vous avez besoin de repos. Votre corps vous le crie, votre esprit est épuisé. Pourtant, au lieu d'éteindre votre téléphone et de fermer les yeux, vous cherchez une dernière notification, une dernière vidéo, une dernière stimulation. Pourquoi sabotons-nous ainsi notre propre paix? La réponse est complexe et troublante. Il ne s'agit pas d'un simple manque de volonté. Nous avons été subtilement conditionnés pour fuir le silence. Votre cerveau a été piraté par un système conçu pour vous maintenir constamment occupé et surtout distrait. Pour comprendre ce piège, nous devons d'abord parler d'un neurotransmetteur cérébral appelé dopamine. La dopamine est souvent mal interprétée comme la molécule du plaisir, mais en réalité c'est la molécule de l'anticipation et de la motivation. C'est le moteur qui nous pousse à rechercher des récompenses. Chaque notification, chaque like, chaque nouvelle vidéo est une petite et incertaine promesse de récompense. Des neuroscientifiques d'universités comme Stanford ont démontré que l'imprévisibilité de ces récompenses numériques active le système dopaminergique de manière bien plus puissante que les récompenses prévisibles. En substance, votre téléphone et vos applications sont devenus une machine à sous. Chaque fois que vous rafraîchissez votre fil d'actualité, vous tirez sur le levier, espérant un gain. Cette action, répétée des milliers de fois, crée une boucle de compulsion presque impossible à briser par la seule force de la volonté. Mais la chimie cérébrale n'est qu'une partie de l'équation. La seconde couche de cette prison est sociologique. Nous vivons dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Dans ce modèle, votre temps et votre concentration ne vous appartiennent pas. Ce sont une marchandise, la ressource la plus précieuse du XXIe siècle. Des entreprises multimilliardaires se disputent férocement chaque seconde de votre conscience. Elles emploient psychologues, neuroscientifiques et designers pour créer des expériences si addictives qu'il est physiquement inconfortable de détourner le regard. Votre distraction est leur modèle économique. Leur succès dépend de votre incapacité à vous déconnecter. Ceci nous amène maintenant à une question plus profonde et personnelle. Pourquoi coopérons-nous si facilement avec ce système? Qu'est-ce que nous craignons de trouver dans le silence, dans la quiétude de simplement être? C'est ici que la philosophie et la psychologie nous donnent la clé la plus sombre. Les êtres humains ressentent une peur ancestrale du vide, un concept que les latins appelaient « horror vacui », l'horreur du vide. Pendant des siècles, nous avons rempli ce vide avec l'art, la religion, la communauté. Aujourd'hui, nous le remplissons avec un flux incessant de contenu numérique insignifiant. La distraction constante devient un bouclier. Elle nous protège d'affronter les grandes questions. Êtes-vous heureux de votre vie? Avez-vous un but? Qui êtes-vous réellement sans vos possessions, votre statut ou votre profil en ligne? Le bruit extérieur étouffe l'inconfortable voix intérieure. Une étude sur la privation sensorielle a révélé quelque chose de fascinant. De nombreux participants préféraient s'administrer des décharges électriques douloureuses plutôt que de rester seuls avec leurs pensées sans stimulation. Pensez-y un instant. Nous préférons la douleur physique à la quiétude mentale. Voilà à quel point notre peur est profonde. De plus, notre culture a glorifié le fait d'être occupé. Nous avons intériorisé l'idée que notre valeur en tant qu'individu est directement proportionnelle à notre productivité. Se reposer est perçu comme un échec. Ne rien faire est presque un péché dans la religion du travail et de la performance. Cette mentalité, souvent appelée culture de l'agitation ou hustle culture en anglais, nous dit que chaque minute libre doit être optimisée, monétisée ou utilisée pour le développement personnel. Simplement exister sans objectif productif est devenu un acte de transgression. Nous avons donc un cocktail toxique. D'un côté, une technologie conçue pour créer la dépendance. De l'autre, une culture qui nous fait honte de nous reposer. Et au fond, notre propre peur de ce que nous pourrions trouver si nous nous arrêtons. C'est la tempête parfaite pour un esprit épuisé. Cela crée un phénomène que des sociologues comme Jean Baudrillard ont appelé hyperréalité. L'hyperréalité est une simulation ou une copie de la réalité qui devient plus réelle, plus attrayante et plus désirable que la réalité elle-même. Imaginez-le comme un filtre Instagram pour toute votre existence. Dans le monde numérique, nous pouvons curater notre identité, faire taire l'ennui et amplifier ce qui est excitant. La vraie vie, avec son désordre, sa douleur et ses moments de quiétude, ne peut rivaliser. Nous sommes devenus accros non seulement à la stimulation, mais à une version fausse et améliorée de la vie. Se déconnecter, par conséquent, ressemble à un exil. C'est abandonner le monde vibrant de l'hyperréalité pour revenir à une réalité que nous avons appris à percevoir comme monotone et décevante. C'est un acte de courage qui demande de réapprendre à trouver la beauté dans l'imparfait et le réel. Voyons pourquoi. Le cerveau est incroyablement plastique.
ce qui signifie qu'il change et s'adapte en fonction de la façon dont nous l'utilisons. La consommation constante de contenu rapide et fragmenté entraîne notre cerveau à désirer toujours plus de la même chose. Nous perdons la capacité de nous concentrer sur des tâches longues et profondes. C'est ce que certains auteurs appellent la lecture superficielle, où nous balayons l'information à la recherche de mots-clés plutôt que de nous immerger dans le sens. Cela s'étend au-delà de la lecture. Nous vivons une vie superficielle, scannant les moments à la recherche de stimulation au lieu de les vivre pleinement. Alors, y a-t-il une issue à cette prison invisible? Oui, il y en a une, mais ce n'est pas une solution rapide, ni une nouvelle application. C'est un changement fondamental de perspective. Il s'agit de comprendre que la lutte n'est pas contre la technologie, mais pour la souveraineté de votre propre conscience. Le premier pas est la reconnaissance consciente. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion compulsive de vérifier votre téléphone, faites une pause. Reconnaissez la sensation. Ne la jugez pas, observez-la simplement. Ce petit acte de métacognition, qui consiste à penser à votre propre pensée, est le principe de la liberté. La deuxième étape est de redéfinir l'ennui. Nous avons appris à craindre l'ennui, mais en réalité, c'est l'antichambre de la créativité et de l'introspection. C'est dans ces moments d'apparente inactivité que votre cerveau traite l'information, connecte les idées et résout les problèmes en arrière-plan. Vous permettre de vous ennuyer, c'est comme laisser la terre d'un champ se reposer. Cela ne semble pas productif, mais c'est absolument essentiel pour que quelque chose de nouveau et de significatif puisse croître. Embrassez ces moments de quiétude au lieu de les fuir. Ils sont un acte de fertilisation mentale. La troisième étape, et peut-être la plus radicale, est de pratiquer l'art de ne rien faire. Cela ne signifie pas méditer pendant des heures, même si cela peut aider. Cela signifie simplement s'asseoir sur un banc et observer le monde passer, sans but, sans objectif. Cela signifie écouter un album de musique sans rien faire d'autre. Nous arrivons ici au point culminant de notre réflexion. Dans le contexte actuel, se déconnecter et simplement être n'est pas un acte de paresse ni de développement personnel bon marché. C'est un acte de rébellion. C'est une déclaration politique et philosophique. C'est la récupération de votre ressource la plus précieuse, votre attention. C'est dire au système que votre esprit n'est pas à vendre, que votre conscience n'est pas une marchandise à exploiter, que vous choisissez la profondeur plutôt que la superficialité, la réalité plutôt que la simulation, et la paix intérieure plutôt que la validation externe. C'est l'acte de résistance le plus silencieux et à la fois le plus puissant. En résumé, la raison pour laquelle nous avons tant de mal à nous déconnecter est que nous sommes pris au piège d'un réseau de boucles dopaminergiques, de pression sociale et d'une peur profonde de l'introspection. C'est une prison dont les murs sont invisibles et dont nous avons nous-mêmes aidé à forger les barreaux. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie. Se souvenir de la nature de notre cage est le premier pas pour trouver la liberté en son sein. Il ne s'agit pas de détruire la cage, mais d'apprendre à ouvrir sa porte à volonté. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous pour plus d'exploration de l'esprit et de la société. Et maintenant, je veux connaître votre avis. Commentez ci-dessous, quel est votre plus grand obstacle pour vous déconnecter et simplement être? Pensons à l'architecture de nos vies. Chaque espace, chaque instant semble optimisé pour la connexion. Le café a le Wi-Fi, le métro a de la couverture, même dans la nature nous cherchons un signal. Nous avons éliminé les espaces vides où l'esprit avait l'habitude de divaguer, de rêver et de traiter sans but. Cette conception environnementale crée une attente constante de disponibilité. Nous ressentons une obligation sociale d'être toujours joignable, toujours prêts à répondre. Le silence numérique d'une autre personne peut être interprété comme de la colère ou du désintérêt. Cette pression sociale est un puissant gardien de notre prison. Les anthropologues du futur pourraient en voir nos téléphones non pas comme des outils, mais comme des objets rituels. Nous les consultons au réveil, avant de manger, dans les moments d'incertitude sociale. Ils sont une amulette contre le démon de l'ennui et de la solitude, un chapelet numérique qui nous connecte à la divinité de l'information. Le paradoxe est que cette hyper-connexion conduit souvent à une déconnexion plus profonde. Nous nous connectons à des avatars et des profils, mais nous nous déconnectons des personnes assises à côté de nous. Nous nous déconnectons de notre propre corps, ignorant ces signaux de fatigue et de stress en faveur de la stimulation numérique. Il existe un concept en psychologie appelé dissonance cognitive. C'est l'inconfort mental que nous ressentons lorsque nos actions contredisent nos croyances. Nous savons que se déconnecter est bon, mais nous ne le faisons pas. Pour réduire cet inconfort, nous changeons souvent notre croyance. Nous nous convainquons que nous avons besoin d'être connectés. Des phrases comme « c'est pour le travail, je dois être informé » ou « c'est ma seule façon de me détendre » sont des justifications que notre esprit crée pour soulager la tension entre ce que nous savons être sain et ce que notre compulsion nous dicte. Ce sont les barreaux logiques qui renforcent notre cellule. Maintenant, considérons l'impact sur notre mémoire.
Des recherches en neurosciences suggèrent que la consolidation de la mémoire, le processus de conversion des expériences en souvenirs à long terme, se produit pendant les périodes de repos et de réflexion. Lorsque nous éliminons les temps morts, nous entravons notre capacité à nous souvenir de nos propres vies. Nous devenons des êtres qui consomment des expériences au lieu de les vivre. Nous voyageons pour prendre la photo, nous allons à des concerts pour enregistrer la vidéo. L'expérience elle-même devient secondaire par rapport à sa documentation numérique. Le souvenir que nous gardons n'est pas le sensoriel, mais sa pâle copie sur un écran. Des philosophes existentialistes, comme Albert Camus, ont parlé de l'importance de confronter l'absurdité de l'existence. C'est dans la quiétude que nous ressentons souvent ce vertige existentiel. La distraction constante est une façon de fuir cette confrontation fondamentale, de prétendre que la vie a un scénario clair et non une toile blanche. Ainsi, l'acte d'être est aussi un acte d'acceptation. Accepter le désordre, l'incertitude, le manque de réponse. C'est renoncer à l'illusion de contrôle que nous donne le flux d'informations et embrasser la vérité vulnérable et chaotique de l'expérience humaine directe, sans filtre ni intermédiaire. La solution, par conséquent, n'est pas de diaboliser la technologie. Le problème n'est pas le marteau, mais de croire que tout est un clou. La clé réside dans l'intentionnalité. Au lieu de laisser la technologie nous utiliser, nous devons apprendre à l'utiliser nous-mêmes comme l'outil qu'elle est et savoir quand la ranger dans sa boîte. Cela implique de créer des sanctuaires de déconnexion. Il peut s'agir de sanctuaires de temps, comme la première heure de la journée ou les dimanches après-midi. Ou ce peuvent être des sanctuaires d'espace, comme une pièce de la maison où les écrans ne sont pas autorisés. De petits oasis de réalité analogique dans notre désert numérique. La résistance peut aussi être sociale, parler avec des amis et de la famille de l'importance des moments sans téléphone, convenir de dîner sans appareil sur la table, normaliser le fait de ne pas répondre immédiatement. Il s'agit de tisser collectivement une nouvelle étiquette sociale qui valorise la présence par-dessus la téléprésence. Voyez les choses ainsi. Chaque fois que vous choisissez de regarder par une fenêtre plutôt que par un écran, chaque fois que vous décidez de marcher sans écouter un podcast, vous réalisez un petit acte de sabotage contre le système de l'économie de l'attention. Vous revendiquez un fragment de votre propre esprit. L'ironie, c'est qu'en cherchant constamment l'optimisation et l'efficacité, nous perdons une forme supérieure d'intelligence. L'esprit qui divague, celui qui se permet de perdre du temps, est souvent celui qui tombe sur les solutions les plus innovantes et les pensées les plus profondes. L'inefficacité est parfois le chemin le plus court vers le génie. Notre identité s'est entrelacée avec notre activité numérique. Je suis ce que je partage. Se déconnecter est ressenti comme une petite mort, une disparition temporaire du monde social. La peur de l'insignifiance, de manquer quelque chose, est l'une des chaînes les plus fortes qui nous lient. Pour contrecarrer cela, nous devons cultiver une identité indépendante de la validation en ligne. Une identité basée sur les compétences, les relations réelles, les valeurs et les expériences internes. Un soi qui n'a pas besoin d'être publié pour se sentir réel. C'est le véritable travail de développement personnel à l'ère numérique. La fatigue décisionnelle est un autre facteur clé. Après une journée passée à prendre des centaines de petites décisions au travail et dans la vie, notre volonté s'épuise. Le soir, au moment où nous avons le plus besoin de nous déconnecter, nous sommes les plus vulnérables à la voie de moindre résistance, c'est-à-dire la stimulation facile d'un écran. C'est pourquoi la stratégie ne doit pas dépendre de la seule force de la volonté au moment critique. Elle doit être une stratégie de conception, laisser le téléphone chargé hors de la chambre la nuit, mettre un livre sur la table de chevet, de petits changements dans l'environnement qui rendent la bonne décision la plus facile. La nature est l'antidote le plus puissant que nous ayons. De nombreuses études, comme celle de l'Université du Michigan, démontrent que même de courtes périodes dans des environnements naturels peuvent restaurer l'attention, réduire le stress et améliorer l'humeur. La nature n'exige rien de nous, elle nous permet simplement d'être. Dans la nature, nos sens s'accordent à un rythme différent, plus lent et plus complexe. Le son du vent, l'odeur de la terre humide, la vue d'un motif sur une feuille. Ce sont des formes d'attention qui nous ancrent dans le présent et nous libèrent de la tyrannie de l'urgence numérique. Il est crucial de comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. C'est une condition déterminante de notre époque. Ressentir la difficulté à se déconnecter ne vous rend pas faible ou défectueux. Cela vous rend humain au XXIe siècle. La compassion envers soi-même est fondamentale pour commencer à changer. L'addiction à la distraction fonctionne comme n'importe quelle autre addiction. Souvent, ce que nous cherchons n'est pas l'objet de l'addiction en soi, mais une échappatoire à une douleur ou un malaise sous-jacent. Demandez-vous, de quoi suis-je en train de fuir chaque fois que je saisis mon téléphone sans réfléchir ? Accepter que nous avons un problème est le premier pas.
Pas un problème moral, mais un problème de conception entre notre cerveau paléolithique et un environnement numérique surhumain. Nous ne sommes pas faits pour ce niveau de stimulation, et reconnaître cette incompatibilité est libérateur. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses, plein des idées que vous ne saviez pas avoir, des sentiments que vous ne vous étiez pas permis de ressentir, et de la personne que vous êtes sous toutes les couches de bruit et d'attente. L'objectif n'est pas de vider l'esprit, mais de lui permettre de s'écouter lui-même. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness comme on le connaît en anglais, est un entraînement direct pour cela. Elle consiste à ancrer votre attention dans le présent, généralement par la respiration. Chaque fois que votre esprit divague, vous le ramenez avec douceur. C'est comme faire des pompes pour votre muscle de l'attention. Rappelez-vous que les plateformes numériques sont conçues avec des récompenses variables intermittentes. C'est le même principe qui rend les jeux de hasard addictifs. Vous ne savez jamais quand vous recevrez la prochaine grande récompense, alors vous continuez à vérifier. Connaître le truc du magicien le rend moins efficace. En fin de compte, la question n'est pas de savoir comment nous pouvons échapper au monde numérique, mais comment nous pouvons y vivre sans nous perdre nous-mêmes. Il s'agit de cultiver un jardin intérieur si riche et fascinant que le monde extérieur, avec toutes ses lumières vives, pâlisse parfois en comparaison. Chaque choix de se déconnecter est un vote en faveur d'une vie plus profonde et authentique. C'est une petite victoire dans la grande bataille pour la souveraineté de notre conscience. Et ces petites victoires accumulées sont celles qui nous permettront finalement d'être libres de simplement être. Ce dilemme n'est pas nouveau. Le philosophe Blaise Pascal a écrit au XVIIe siècle que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. La technologie n'a fait qu'amplifier cette ancienne difficulté humaine. Le flux constant d'informations nous donne une illusion de connaissance, mais il s'agit souvent d'une connaissance superficielle. Nous confondons être informé avec être sage. La sagesse demande du temps, de la réflexion et du silence, des ingrédients que notre régime médiatique actuel fournit rarement. La créativité souffre aussi. Une méta-analyse de nombreuses études a confirmé que l'ennui est un catalyseur pour la pensée divergente, c'est-à-dire la capacité à trouver de multiples solutions à un problème. En éliminant l'ennui, nous sabotons en effet notre propre capacité d'innovation. Nous avons adopté une mentalité de boîte de réception zéro pour la vie. Nous essayons de répondre à chaque stimulation, de traiter chaque information comme si la vie était une série de tâches à accomplir. Mais la vie n'est pas un email. Elle n'est pas censée être gérée, mais vécue. La capacité d'être seul est un signe de maturité émotionnelle. Elle nous permet de traiter les émotions, de nous comprendre nous-mêmes et de développer une résilience interne. Si nous dépendons toujours de la distraction externe pour réguler notre humeur, nous devenons incroyablement fragiles. Le langage que nous utilisons révèle notre mentalité. Nous parlons de dépenser le temps comme s'il s'agissait d'une monnaie. Mais peut-être que le temps n'est pas à dépenser, mais à habiter. Simplement être, c'est passer d'une économie de rareté temporelle à une économie d'abondance présente. L'empathie, la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, demande aussi des ressources attentionnelles. Lorsque notre esprit est fragmenté et constamment distrait, notre capacité à nous connecter profondément avec les autres diminue. Nous devenons plus égocentriques, piégés dans notre propre bulle de stimulation. Même notre sommeil est affecté. La lumière bleue des écrans supprime la mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais au-delà de la biologie, transporter l'anxiété du monde numérique au lit crée un état d'hypervigilance qui empêche le repos profond et réparateur dont nous avons besoin. Ainsi, l'incapacité à se déconnecter n'est pas un problème isolé. C'est un nœud gordien qui affecte notre santé mentale, nos relations, notre créativité et notre propre perception de la réalité. Le trancher demande une décision courageuse et un effort conscient. Il ne s'agit pas d'une lutte entre le bien et le mal, entre le réel et le virtuel. Il s'agit d'équilibre. Il s'agit d'être citoyen des deux mondes, le numérique et l'analogique, avec la sagesse de savoir ce que chacun nous offre et quand il est temps de traverser la frontière. Revendiquer notre attention, c'est revendiquer la paternité de notre propre vie. C'est décider activement à quoi nous donnons de l'importance, ce que nous laissons entrer dans notre esprit et quelles histoires définissent notre réalité. Sans cette capacité de choix, nous ne sommes que des personnages dans le scénario d'une autre personne. Curieusement, plus nous nous sentons à l'aise en notre propre compagnie, moins nous avons besoin de la validation constante des autres. La déconnexion devient non pas une privation, mais un luxe. Un espace sacré pour se recharger et se reconnecter à notre essence. La prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de combler un moment de silence, expérimentez. Résistez juste une minute. Observez ce qui se passe. Cela peut être inconfortable au début, mais dans cet inconfort se trouve souvent la graine d'une découverte importante sur vous-même. Retrouver la capacité d'être, c'est comme retrouver un super pouvoir que vous ne saviez pas avoir perdu. Le pouvoir d'être présent, le pouvoir de penser clairement,
le pouvoir de connecter véritablement, le pouvoir d'être le maître de votre propre esprit. La société moderne a créé une faim de stimuli et nous offre un festin infini de malbouffe pour l'esprit. Se déconnecter, c'est apprendre à ignorer ce festin et à commencer à cultiver notre propre nourriture nutritionnelle pour l'âme à travers la réflexion, la créativité et la connexion réelle. Finalement, l'acte d'être n'est pas passif, c'est un acte d'attention radicale. C'est prêter à votre propre existence la même attention indivise que les corporations désirent. C'est regarder votre vie et dire « c'est assez, je suis suffisant ». Et à ce moment-là, la prison invisible se dissout. En conclusion, nous résistons à la quiétude, parce qu'un système économique et culturel nous pousse au bruit et notre propre psychologie nous fait craindre le silence. C'est un piège parfaitement conçu, mais comprendre son mécanisme est la carte pour s'en échapper. La véritable révolution de notre temps pourrait ne pas être technologique, mais une révolution de la conscience. Une rébellion massive et silencieuse où des millions de personnes décident consciemment d'éteindre le bruit et de s'accorder à la musique profonde et tranquille de leur propre être. Choisir le calme, c'est choisir la force. Choisir le silence, c'est choisir la clarté. Choisir d'être, c'est choisir d'être libre. La décision, comme toujours, réside dans le seul endroit où personne d'autre ne peut entrer, le sanctuaire silencieux de votre propre volonté. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée profonde dans les complexités de notre esprit moderne. Ce fut un honneur d'explorer ces idées avec vous. J'espère que cela vous a apporté autant de clarté qu'à moi. Si cette analyse a résonné en vous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les futurs voyages intellectuels. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui défie et élargit notre perspective. Rejoignez la conversation.